Bonjour à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux études qui vous permettront de devenir ingénieur chimiste. En France, on recense 20 écoles de chimie qui délivrent ce titre d'ingénieur et vous permettent d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Ces écoles appartiennent au réseau de la fédération Gay-Lussac, un réseau qui existe depuis 1974. Ce sont des écoles qui proposent une formation en rapport avec la chimie et le génie chimique. Le NSCM, où nous sommes actuellement, l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, arrive dans le peloton de tête des établissements les plus cotés. Elle accueille environ 350 étudiants chaque année et propose une formation généraliste qui prépare aussi bien au métier de la production, de la recherche, de la santé, du nucléaire, de la chimie des matériaux, mais aussi de l'environnement. Vous verrez que les secteurs d'activité et les professions sont assez diversifiés. Mais attention, intégrer cet établissement se mérite. L'école de Montpellier est très demandée. Il faut donc avoir un bon dossier et être prêt à se lancer dans des études supérieures qui vont durer minimum 5 ans. Alors finalement, à qui cette formation est-elle destinée? Quels sont les atouts que l'on doit posséder lorsque l'on choisit cette voie et quels sont les débouchés une fois le diplôme en poche? L'objectif aujourd'hui, c'est justement de vous donner des pistes et des exemples concrets qui vous permettront de savoir si oui ou non vous êtes fait pour cette formation. Il ne s'agit pas d'une conférence figée. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire à tout moment et poser vos questions via le chat. Vous êtes derrière un écran, donc ça reste somme toute assez anonyme. Alors n'hésitez pas à faire cette démarche. Pour démarrer, je vous propose de vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir en plateau. Je suis en compagnie de David Mérieux à ma gauche, qui est ingénieur, enseignant-chercheur et directeur de la formation et de l'enseignement au sein de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. À ses côtés, Christine Joly-Duhamel, qui est maître de conférence à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Elle est également déléguée aux admissions en charge de l'enseignement polymère et de l'option matériaux. Nous sommes également en compagnie de deux étudiants. Florian Cuminet, qui a 27 ans. C'est un ancien étudiant de l'école de chimie, diplômé en 2019, où il a effectué 3 années de formation initiale pour devenir ingénieur et ensuite a décidé de prolonger par une thèse qui portait sur le recyclage des polymères. Aujourd'hui, Florian, vous êtes docteur en chimie et salarié dans une start-up qui se nomme Ortucinov. Enfin, à ses côtés, nous avons Sidonie Duvivier, qui a 20 ans. Vous êtes actuellement en 2e année à l'école de chimie et vous souhaitez vous orienter dans le domaine du nucléaire. Bienvenue à tous les trois, à tous les quatre, pardon, et merci d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de ce direct live. Alors, je le disais en introduction, lorsque l'on opte pour cette voie, il faut être prêt à effectuer minimum 5 années d'études supérieures post-bac. Mais attention, l'intégration dans une école de chimie n'arrive pas directement après le lycée. Il existe plusieurs voies d'accès possibles et notamment ce que l'on appelle les CPI, ce sont les classes préparatoires intégrées. Alors Florian Cuminet, c'est la formation que vous avez suivie. Durant 2 ans, vous avez intégré l'école nationale, donc ce CPI à Rennes, avant justement d'arriver à l'école nationale de chimie de Montpellier. Comment on fait finalement post-bac pour intégrer un CPI et en quoi finalement ça facilite par la suite l'accès à une école de chimie? Expliquez-nous ce processus. Alors pour accéder à un cycle préparatoire intégré, heu, on a d'abord une sélection sur dossier, et en plus, un entretien qui permet simplement de vérifier, que le candidat a bien compris, la voie sur laquelle il s'engage et pour vérifier que ça correspond bien à ses attentes. Hem L'intérêt du cycle préparatoire intégré, c'est qu'à la sortie, à la fin des 2 ans, on a une place assurée dans une des 20 écoles de chimie en France. Donc on classe nos vœux, des différentes écoles, et en fonction de notre interclassement, on a forcément une place dans une de ces écoles, Sans passer le concours. sans passer le concours. Donc ça a ce gros avantage de, on sort du on après bac, on s'engage sur une CPI et si on travaille correctement, on est assuré d'avoir une place dans une école de chimie. Toutefois, il faut bien voir que du coup, il faut être sûr dès le bac qu'on veut s'engager dans la chimie. Parce que par rapport à des CPGE qui sont plus généralistes et où on a une formation de scientifique, en chimie, en mathématiques, en physique, qui permettent d'avoir un panel d'écoles très, très large, bien plus que la chimie. La CPI, il faut déjà avoir réfléchi, avoir ce projet professionnel en tête de: «Je vais faire de la chimie, plus tard».
Et puis la différence aussi avec une classe préparatoire classique, c'est qu'on a des travaux pratiques. Absolument. Il y a un important volume horaire de travaux pratiques qui permettent d'arriver en école d'ingénieur en étant serein devant une paillasse, devant des ballons et des montages parfois complexes. Et ça, c'est vraiment un atout qui permet en fait de conjuguer le meilleur des formations de CPGE et de formations style BUT ou de formations plus pratiques. Donc on a à la fois ce côté très pratique et en même temps on va quand même assez loin sur la théorie et notamment en chimie. Il y a assez peu de CPI en France, il n'y en a que 4 ou 5. J'imagine que c'est encore plus sélectif. Alors, je vais peut-être répondre. Il y a 5 CPI en France. Elles sont réparties à peu près sur le territoire. Il y en a une à Pau, une à Clermont-Ferrand, une à Rennes, Lille et puis Strasbourg. Et il y a quand même pas mal de candidatures et ils font passer quand même la moitié, ils font quand même passer à tous un entretien, enfin pour la moitié des candidats, après cette fameuse sélection sur dossier. Donc, pour compléter la réponse de Florian, bah, c'est les notes de maths, de physique qui sont regardées, mais également l'anglais, le français, et ils mettent des coefficients pour pouvoir sortir après une note et sélectionner les meilleurs. Et ensuite, les entretiens se font vraiment près des candidats et non pas dans les CPI. Donc, c'est-à-dire que nous, à Montpellier, on va accueillir des entretiens pour ces CPI qui seront au niveau national ailleurs. Donc, des enseignants de CPI viennent faire passer des entretiens dans l'école de chimie de Montpellier, mais donc ils le font aussi ailleurs sur tout le territoire. L'autre porte d'entrée pour les écoles de chimie, ce sont les classes préparatoires dites classiques. C'est sur 2 ans. Ces établissements sont là pour aider les étudiants à préparer leur concours d'entrée qui leur permettra ensuite d'accéder aux écoles de chimie, comme celle notamment de Montpellier. Alors concrètement, comment ça marche? Comment on entre dans ces classes prépa? Est-ce qu'elles sont gratuites? Tu peux- Vous avez suivi ce cycle de Oui, formation tout à justement, fait. Sidonie? Donc oui, les classes préparatoires, alors, c'est comme en fait la poursuite d'un lycée, on pourrait-on dire. Bon, pas en termes académiques, mais en termes, de localisation. Ça se passe souvent dans un lycée, donc il y a des lycées publics, des lycées privés qui proposent ces formations. Donc il y a la possibilité de suivre, donc ces 2 ans de classe préparatoire ou 3 dans un lycée public parfaitement gratuitement comme on aurait fait, son lycée. Donc voilà, et donc c'est une formation en 2 ans. Donc pour rentrer à l'école de chimie, il faut avoir fait, PCSI, suivi de PC, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur en première année, puis physique, chimie en deuxième année. Et donc il y a la possibilité de redoubler sa deuxième année, ce qui se fait assez couramment. Donc puisqu'à la fin de la deuxième année, il s'agit d'un concours. Et ce concours d'admission permet d'accéder à cette école, mais aussi à tout un tas d'autres écoles de chimie, de physique, mais aussi des écoles d'ingénieurs généralistes. Sidonie, vous me disiez, cette formation, c'est un esprit de compétition. Il faut vraiment se préparer à cette pression quand on intègre justement une classe préparatoire. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez différent, des CPI puisque, en fait, on va avoir un concours au bout de ces 2 ans où il y a un nombre limité de places et donc selon l'endroit où on effectue sa classe préparatoire, il peut y avoir plus ou moins de concurrence entre les élèves et surtout la charge de travail est très grande. Il y a de très grandes exigences, que ce soit en mathématiques, en physique, en chimie. Il y a aussi des cours de français, des cours d'anglais et donc l'objectif est de préparer au mieux ces concours. Donc il y a beaucoup de pression, des cours, du lundi, au samedi, toute la journée, et le week-end, en rentrant chez soi, on continue à travailler. Donc voilà, c'est 2 années, intenses, de travail, qui ne sont peut-être pas faites pour tout le monde, mais qui sont 2 années qui m'ont beaucoup plu personnellement et qui m'ont beaucoup appris en termes, de démarche de travail, notamment. Et puis, il faut s'attendre aussi à voir ces résultats chuter, puisque ce sont généralement de très bons élèves, hein, des lycéens qui ont eu parfois le bac avec mention, qui se retrouvent avec des notes très basses. Oui, tout à fait. Souvent, par exemple, pour parler de mon cas, dans ma classe préparatoire, dans ma classe, nous avions tous eu la mention très bien au bac, tous plus de 17 ou 18 de moyenne. Et au premier DS de physique, eh bien, la moyenne était de 4 et aucun élève dépassait les 6 ou 7 sur le DS. Et donc, c'est parfois très difficile à recevoir pour certains élèves qui ont énormément travaillé pourtant pour ce DS de physique, mais les exigences ne sont pas du tout les mêmes.
Et donc, il faut s'adapter à un nouveau rythme de travail, de nouvelles exigences. Bien que beaucoup de professeurs soient très bienveillants aujourd'hui dans les classes préparatoires, il y a une grande charge de travail et voilà, les exigences ne sont pas du tout les mêmes qu'au lycée. Alors, dans cette classe préparatoire, c'est pour vous amener justement vers le concours. Comment se passent les concours concrètement? Ça se passe par banque, par semaine de banque? Ça consiste C'est en ça. quoi exactement? Alors, pour ne pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 4 ou 5 banques de concours, donc 4 principales, qui sont le concours, XENS, Centrale, Mines et CCINP. Donc chaque banque a, son propre concours qui dure en moyenne une semaine d'écrit, donc qui a lieu, vers le mois d'avril. Donc pendant une semaine, on va passer des épreuves, de mathématiques, de physique, de chimie. Donc voilà, donc c'est toute la journée pendant une semaine de 8 heures à 18 heures des épreuves. Donc à l'issue de ces épreuves, on retourne en cours et on va recevoir les résultats de ces épreuves, dans le courant du mois de juin, pardon. Heu et on peut être admissible ou non. Donc en fait, c'est un concours, donc on va être classé en fonction des notes que l'on aura obtenues aux différents écrits. Et donc les premiers de la liste seront admissibles. Admissibles, c'est-à-dire qu'ils seront appelés, aux examens oraux qui ont lieu entre le mois de juin et le mois de juillet, où là, de nouveau, c'est des examens d'oraux, en maths, physique, chimie, anglais, français. Et donc il y a de nouveau un classement là et c'est, les notes des écrits et des oraux qui comptent, pour intégrer ensuite les écoles. C'est la voie la plus empruntée, j'imagine, justement, cette classe préparatoire, pour intégrer une école de chimie? Disons que nous, sur notre recrutement, effectivement, c'est 60%. Donc, on a à peu près une centaine d'élèves admis en première année et on en recrute sur la voie CPGE 60. Le profil des étudiants qui entrent en école de chimie est plutôt donc scientifique, on l'a bien compris, avec un grand nombre qui a suivi un bac général avec des options donc SVT, maths ou physique-chimie. Mais vous avez également des personnes issues de bacs technologiques qui, après le lycée, optent soit pour des BTS, soit pour des BUT. Exactement. Et aussi, ils ont l'occasion de faire une classe préparatoire aussi. Elle est recommandée, je crois, hein. Elle est recommandée. Disons qu'on offre aussi des places pour ces étudiants. Et donc, c'est les TPC. Et c'est aussi un concours qu'ils passent au bout de 2 ans. Et les buts, il y a forcément des bacs techno, mais il y a aussi des bacs généraux qui font les buts. Et là, ce sont des admissions sur titre. Donc, c'est complètement une voie d'admission complètement différente. D'ailleurs, je crois que vous avez un majeur de promo qui est issu d'une formation technologique. Oui, on a eu la chance, il y a quelques années, d'avoir une toute jeune étudiante à l'époque quand elle est rentrée sur la formation, issue d'un bac STL, qui à l'issue de ce bac STL a fait un DUT, où elle est sortie majeure de sa promotion et a eu la bonne idée de poursuivre en étant majeure aussi de l'école. Et actuellement, pour vous tout dire, elle est en Suisse, en thèse, sur probablement un des 4-5 gros labos européens qu'il peut y avoir dans le domaine qu'elle a choisi de poursuivre dans le cadre de sa formation de doctorat. Et puis l'école de chimie de Montpellier est assez axée également sur les sciences du vivant. Donc on peut recruter aussi sur des prépas qui sont plus orientés finalement en biologie. Exactement. Donc, la voie BCPST, donc en CPGE, qui se prépare aussi en CPGE, donc en lycée, permet, donc on recrute pas énormément, mais en tout cas, on recrute 2 places sur ce concours. Et ce qui permet, normalement, ce concours, cette voie BCPST, c'est pour aller vers les écoles supagro ou vétérinaires. Et là, donc, on peut donner aussi, on donne la possibilité à certains étudiants qui sont intéressés aussi par la chimie de revenir vers la chimie. Alors l'école justement nationale de chimie de Montpellier est celle finalement qui a l'une des plus grandes voies d'accès possibles pour intégrer l'école. Et notamment, on peut être soit avec un statut d'étudiant, soit un statut d'apprenti. Exactement. Depuis 2013, on a ouvert notre formation à l'apprentissage. Et donc, par contre, cette voie par apprentissage, on l'a uniquement dédiée aux étudiants qui viennent de BUT, du fait qu'ils ont de l'expérience de l'entreprise et donc de ce fait du milieu industriel par leur stage. Et donc, on l'a ouvert à ces étudiants qui proviennent de BUT et voilà. Et si tu veux. Oui, si je dois compléter un tout petit peu sur ce point, l'avantage, en fait,
ou les points différenciants qu'on voit sur la partie par apprentissage, c'est que ça permet d'avoir quelquefois des relations avec des entreprises qui sont privilégiées. Parce qu'en fait, c'est un cursus de 3 ans qui peut être dans une même entreprise, qui peut être dans une entreprise différente, si on le choisit aussi, en particulier sur la dernière année. Et ça permet d'avoir des profils qui sont un tout petit peu différents de ce qu'on peut sortir par rapport aux étudiants classiques, en particulier quand on va sur des choses qui sont un peu plus en lien avec la production. Et ça, je dirais que c'est un point un peu différenciant par rapport au parcours un peu classique. Voilà. Alors vous le disiez, on est sur l'élite, l'école est très demandée, donc très sélective hein, forcément. Et vous m'expliquez, on ne descend pas au-dessus du classement numéro 3 puisqu'on a une exigence. Quel est ce curseur ou ce barème finalement d'évaluation? Bah, disons que c'est en comparant tous les dossiers. Et donc, chaque étudiant, donc déjà doit, postuler, dépose son dossier, ses semestres et cetera, et ensuite on se réunit en jury, mais chaque dossier était examiné par 2 enseignants de l'école, et donc on fait vraiment attention, surtout, maintenant, à l'issue de ce jury, eh bien, on effectue un classement. Que ce soit donc pour le statut étudiant, ben là, on classe vraiment 10 étudiants qu'on recrute. On leur offre la possibilité de venir à l'école. Et puis, on fait une liste complémentaire. Si, bien sûr, tous ne vont pas accepter parce qu'ils préfèrent aller ailleurs, eh bien, on offre la place. La place n'est pas perdue, mais va pour les personnes qui sont en liste complémentaire. Et pour le statut apprenti, eh bien, on fait la même chose, sauf qu'on élargit un petit peu plus le panel, puisque là, clairement, on va avoir aussi une série d'entretiens pour sélectionner les candidats avec des industriels. Donc, ce sera un binôme enseignant-industriel qui permettra après de classer les étudiants. Donc, il y a le dossier, mais en plus l'entretien, parce qu'après, il va falloir qu'ils trouvent un apprentissage. Et donc, va falloir qu'ils passent des entretiens. Il faut qu'on les voit vraiment en présentiel. Voilà. Nous avons une question de Lucille qui nous écoute en ce moment, qui nous dit: Bonsoir, pouvez-vous me confirmer que votre école peut être accessible par un but? Oui, exactement. Et donc, On l'a dit, hein, mais c'était... oui, oui, oui. Possibilité de postuler, donc à la fois sous statut étudiant, on peut faire les deux, et à la fois sous statut apprenti, et même je recommande les deux, de faire les deux en parallèle. De toute manière, ça coûte rien. Pour l'école, c'est complètement, enfin, de postuler, on ne demande aucun frais, et voilà. Donc, Avec un petit complément sur les buts, parce qu'il y en a plusieurs avec plusieurs orientations. Et c'est un DUT, enfin un BUT chimie principalement, enfin uniquement, sur lesquels nous recrutons. Pas génie des procédés, pas génie chimique. Voilà. Je vous invite à faire comme Lucille et à poser vos questions si vous avez un doute, une hésitation. Nous sommes là pour y répondre, donc surtout faites la démarche. Alors une fois qu'on est accepté à cette école de chimie de Montpellier, concrètement sur quoi va reposer la formation? Quel est le contenu pédagogique et quelles sont les matières qui vont être enseignées durant ces 3 années? Alors, donc, les premières années, donc les 3 premiers semestres, c'est vraiment de la formation générale. Et donc, on essaye d'enseigner tout le panel de la chimie, que ce soit de la chimie théorique avec la chimie quantique, par exemple, jusqu'à la chimie organique, chimie des matériaux, mais aussi la chimie de l'environnement. On essaye de donner le spectre le plus large de l'enseignement en chimie, de manière à ce qu'ils arrivent au 2e semestre de la 2e année où ils choisissent, ils choisissent une option. Et puis, donc c'est parmi 4, ils ont 4 choix à faire. Et puis ensuite, en 3e année, ce choix s'élargit sur 8 options. Et vraiment, on arrive avec toutes ces options à couvrir tous les domaines de compétences d'un ingénieur chimiste. Si je dois donner quelques compléments en plus, en fait, sur la formation, c'est une formation d'ingénieur, comme j'ai pu le dire, chimiste généraliste. C'est-à-dire qu'on forme à tous les métiers de la chimie, de l'aval jusqu'à l'amont, ça c'est le premier point. Et puis après, sur toutes les chimies qu'il peut y avoir. Et c'est des métiers qui sont aussi diversifiés que ce qu'on peut avoir
dans l'ensemble des secteurs d'activité qu'on peut couvrir. Et ça, c'est peut-être un point qu'on discutera un tout petit peu après. On parlera des Voilà. débouchés par la suite. Oui. Mais sans parler des débouchés, le point important, c'est une formation d'ingénieur. Dans la formation d'ingénieur, il y a du scientifique et du technique. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui sont plus liés à la formation économique, humaine et sociale, qui peuvent être du management, la connaissance de certaines langues, et en particulier notamment l'anglais, qui font partie des points importants qu'on évalue, la connaissance des secteurs d'activité au sens formel du terme, et puis après, effectivement, tous les aspects scientifiques, tels qu'a pu le dire Christine. J'avais noté à sur peu ce près point. 30 matières et 8 parcours différents. C'est Mhm. à peu près ça? Oui, tout à fait. Alors, on a d'autres questions qui viennent d'arriver, notamment Zineb qui nous demande quelle est la moyenne minimum à avoir en licence de chimie pour accéder à votre école? Bah, très bonne question parce que je ne sais pas. Non, je vais dire que c'est pas, enfin, on regarde pas en soi les moyennes. On regarde plutôt le classement parmi la promotion, s'il y a un classement. On regarde surtout aussi les matières de chimie. Donc, on ne peut pas donner une valeur absolue. Voilà, on ne peut pas dire il faut 14 minimum ou 17. Je suis incapable de le dire. Pour confirmer, toutes les licences n'évaluent pas de la même façon. Et donc, c'est plutôt le comportement de l'individu, de la personne concernée qui dépose son dossier par rapport à un ensemble de références qui est son groupe à elle. Donc, si elle est dans la tête de promo, effectivement, on va regarder plus attentivement le dossier et en particulier les différentes notes qui nous semblent importantes. Cette partie chimie, bien entendu, plus après, dans un autre côté, les parties langues qui sont importantes pour nous et qui sont évaluées en général à l'université. Et les oraux qui feront peut-être aussi la différence? Alors sur les licences 3, il n'y a pas d'oral. Voilà. C'est sur dossier uniquement. On a Lucas qui nous demande si l'entretien d'admission depuis BUT est obligatoire en présentiel. Alors, évidemment, ces entretiens, souvent, ont lieu pendant la période de stage des buts. Et donc, si le stage se déroule à l'étranger, donc on permet à l'étudiant de le faire en distanciel parce que, évidemment, ça va entraîner beaucoup de frais. Par contre, si l'étudiant est toujours en France, on préfère vraiment le présentiel. On privilégie le présentiel, sauf évidemment s'il y a quelque chose qui nécessite. Mais c'est toujours mieux d'être face à face avec quelqu'un. En plus, généralement, cette journée est organisée, il n'y a pas que l'entretien. On fait visiter les locaux. Ils ont aussi le CFA qui vient leur présenter la formation par apprentissage. Donc, il y a vraiment une journée qui est dédiée pour eux. Et donc, c'est plutôt intéressant et important d'y participer. Et en petit complément là-dessus, il y a aussi la possibilité de cette journée de rencontrer en fait les apprentis des autres années, en particulier première et deuxième année, pas pour faire du transfert de relais, mais pour au moins avoir un petit retour d'expérience sur avantages et inconvénients, on va dire, de la formation. Et pour compléter, terminer de compléter, il y a les entreprises qui sont là, qui font passer les entretiens et souvent, ils sont là aussi pour repérer des candidats. Donc, ça, c'est un bon argument aussi pour être présent. Alors, on le disait, à peu près une vingtaine d'écoles sur le plan national, d'écoles de chimie. Contrairement aux autres écoles, la spécificité peut-être de Montpellier, c'est qu'il y a deux dominantes, notamment la santé et le nucléaire. Si on parle de dominante, ce qu'on doit dire de manière générale, on a deux grosses orientations qui sont chimie santé et chimie nucléaire environnement. Chimie matériaux et environnement, pardon. Et la particularité, effectivement, c'est ce que vous avez pu dire, c'est qu'on a deux points d'originalité. La première, c'est d'avoir une très forte orientation santé, en particulier au travers de l'option chimie, biologie, santé, des relations qu'on peut avoir avec certains grands manufacturiers dans l'industrie de la santé. Si on prend du local montpelliérain, ça va être du Sanofi, entre autres. Et puis après, l'autre particularité, on est aussi une des deux écoles de chimie, des deux seules écoles de chimie qui a une orientation nucléaire. Et donc ça, c'est une spécificité avec en particulier l'école parisienne qui est non SCP. Voilà. C'est cette spécialité qui vous a attiré ici, justement, Sidonie? Oui, tout à fait. Donc, moi, je souhaite poursuivre dans l'option chimie du nucléaire et de l'environnement pour par la suite faire du retraitement de combustible nucléaire.
Et donc, ce qui m'a particulièrement intéressée à l'école en arrivant, c'était de voir que cette option était proposée, mais aussi tout un panel d'autres options, puisque dans cette école, nous avons la possibilité de choisir tout un tas d'options différentes. Et donc, je savais que si jamais je souhaitais faire autre chose dans la chimie, ce serait également possible à l'école. Mais dès le départ, j'étais très intéressée par l'option nucléaire. On a parlé tout à l'heure de la diversité des matières enseignées. Quel est le volume horaire finalement? C'est quoi une semaine type pour un étudiant qui arrive en école de chimie? Qui souhaite répondre? Très bien. Pas un enseignant, là. Justement, c'est bien. Est-ce que c'est dense le travail là aussi? Alors, oui, c'est faisable, mais ça reste dense. Donc, généralement, nous avons cours de 8 heures le matin jusqu'à 16h20 ou 18h, tous les jours, donc du lundi au vendredi, hormis le jeudi, où en première année, donc l'après-midi est libre, et de temps en temps en deuxième année aussi. Donc voilà, ensuite, on a environ 2 travaux pratiques par semaine, donc qui sont de 8h à 18h, une journée entière, avec des comptes rendus à faire en aval. Donc c'est une charge de travail qui est faisable, mais c'est vrai qu'il faut quand même être présent tous les jours à l'école et être attentif en cours. Mais c'est très... Florian, vous souhaitez compléter par rapport à votre expérience justement, vous qui aujourd'hui êtes diplômé? Euh, Alors, effectivement, c'est pas une formation à prendre à la légère, hein, parce que, on le dit depuis tout à l'heure, on forme top niveau, hein. Mais il faut bien voir que il reste quand même du temps pour les activités extrascolaires, non, 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 mais voilà, non, mais c'est Et puis il y vrai. a des associations, il y a pas mal d'associations aussi. Exactement, exactement. Donc, oui, oui, alors les journées sont denses, on va pas se mentir, mais pour quelqu'un qui sort d'une classe prépa CPGE, il y a zéro souci. D'une CPI, on n'est pas perdu non plus. En fait, globalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter une fois qu'on arrive à l'école. C'est ça qu'il faut voir. Et donc oui, je ne sais pas si on parle des associations dès maintenant ou plus tard, Vous mais pouvez en dire un mot, oui, parce qu'elles sont nombreuses également. Et ça fait absolument. partie de la vie de l'école. Absolument. Donc, c'est aussi l'intérêt d'une école d'ingénieur, c'est qu'on se crée, en fait, sans s'en rendre compte, on commence déjà à se créer un réseau quand on arrive à l'école. Le réseau, ça passe par les copains, et les activités qu'on fait avec eux. Donc, il y a notamment le bureau des élèves qui organise toute la vie étudiante extrascolaire. Et ensuite, il y a tout un panel d'associations qui n'est pas figé d'ailleurs, avec les différents centres d'intérêt des étudiants. Et donc, comme je dis, ce n'est pas figé parce que le jour où une association n'a plus de membres, bon, bah, elle cesse d'exister. Mais surtout, si il y a de nouveaux centres d'intérêt qui émergent avec les nouvelles promos, eh bien, il va y avoir possibilité de créer une association pour s'adapter à la demande. Donc oui, oui, la vie extrascolaire est aussi très riche et chacun y trouve son compte. Ça, c'est important. Et puis quand on arrive à l'école, on a automatiquement un parrain ou une marraine? Absolument, on a un parrain ou une marraine dans la promo supérieure qui est donc un contact privilégié pour tous les petits tracas du quotidien. Ça peut aller du petit tracas administratif à comment tu gères ta journée. Enfin voilà, ça peut être énormément de choses et ça permet d'avoir plein d'infos très facilement et puis aussi de se créer des contacts facilement avec les personnes de la promo du dessus. Vous disiez tout à l'heure, il y a des entreprises qui viennent lors des journées portes ouvertes. Elles sont également présentes et invitées lors des formations des étudiants. Ça apporte quoi justement le fait de faire venir des professionnels au sein de la formation? Ça complète la partie théorique? Alors, ça complète nécessairement la partie théorique. Donc, juste pour donner un tout petit peu un cadrage un peu chiffré, on a une quarantaine d'enseignants-chercheurs et enseignants permanents sur l'ensemble de la formation, et c'est plus de 120 industriels par an qu'on reçoit. Donc vous avez le ratio. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas tout à fait le nombre d'heures, ça c'est tout à fait vrai, mais ça apporte cet éclairage que nous,
en fait, sur le domaine spécifique de la chimie, on ne peut pas apporter, parce que si nous sommes enseignants-chercheurs, on est plutôt très spécialisé sur le côté amont, sur la recherche. Mais à un moment, la chimie, c'est pas que ça. À un moment, il faut produire, il faut être capable d'avoir suffisamment de matières premières pour aller sur un médicament, pour aller sur un matériau qui va servir dans une voiture. Et là, c'est cet éclairage qu'apportent ces industriels des différents secteurs d'activité qu'on peut cibler sur la formation. En troisième année, on est aussi dans le concret, hein, puisqu'on demande aux étudiants de créer une start-up, enfin, en tout cas d'envisager un projet. Exactement. Donc c'est le projet EPIC. C'est le projet le plus long qu'on puisse donner aux étudiants. Et donc, il a pour but justement de la création, alors fictive, hein, d'une start-up, mais pour certains, on n'a pas encore eu le cas, je pense pas. Mais ça peut peut-être un jour déboucher sur une vraie start-up parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. Et donc, c'est de l'intelligence collective, on va dire. Ils sont entre 10 et 12. Et puis, ils doivent s'organiser de manière à produire quelque chose à la fin. Et oui, vas-y. Non. À produire donc quelque chose à la fin. Voilà. Donc, pour dire, les projets EPIC, effectivement, c'est un projet d'envergure. C'est 6 mois de travail en groupe important. Donc, si on traduit ce que ça veut dire, parce que EPIC, il y a quand même quelque chose qui est derrière, c'est entreprendre. C'est la première chose qu'on peut vouloir demander à des étudiants. Et c'est des projets d'innovation et d'intelligence collective. Donc, on leur demande à la fois d'être innovants et à la fois de participer d'un travail de groupe. Une demande des industriels qui a été relativement forte sur ce point-là, ça a été de dire mettez-les en difficulté. C'est très bien de piloter quand on est une équipe de 2 personnes. Quand on commence à être une équipe de 12 personnes, eh ben, il faut se structurer. Il faut qu'il y ait des personnes qui sachent faire tel type de tâches, d'autres personnes qui vont faire d'autres types de tâches. Tous les étudiants ne sont pas formés à ça, ils n'ont pas tous les mêmes affinités. Ils ont une chance là-dessus, c'est qu'ils se sont choisis et que leurs collègues ne sont pas nécessairement imposés. Et puis ça se traduit par des choses. C'est que de plus en plus, il y a des entreprises, des groupements d'entreprises qui donnent des prix pour ce genre de choses. Et je peux dire qu'on peut être assez fier des réalisations de nos étudiants, puisque l'an dernier, donc il y a un gros prix qui est décerné par France Chimie. Il y a eu 15 écoles qui ont déposé des candidatures, 15 projets de différentes écoles qui ont été présélectionnés par France Chimie. Et sur les 5 qui ont eu des prix au final, il y en avait 4 de Chimie Montpellier. Donc c'est un gros motif de satisfaction. Et je dirais la spécificité qu'on a là-dessus, c'est justement de pouvoir faire ces gros projets, grandes équipes, et donc de profiter de cette intelligence collective, en tout cas. L'école de chimie, elle est classée dans le top 3 des écoles d'ingénieurs, donc pour la qualité de l'enseignement, on l'a bien compris, pour les projets que vous veniez d'évoquer. Mais il y a aussi les équipements, puisque vous êtes installé dans ce qu'on appelle le pôle Ballard. Et donc, finalement, les étudiants vont bénéficier de l'infrastructure et des projets de recherche que mènent aussi les enseignants-chercheurs. Exactement. Pour certains projets d'option, eh bien, c'est en relation avec la recherche. Et donc, on a des sujets dont les étudiants vont traiter pendant 15 jours, enfin 8 jours vraiment de TP. Et donc, c'est en lien avec la recherche. Et après, on a aussi évidemment des chercheurs qui peuvent enseigner, tels que les industriels le font, sur l'enseignement de manière générale. Si on doit compléter, en fait, le pôle chimie Ballard, c'est 2 volets. Un volet enseignement et un volet recherche. Sur le volet enseignement, on bénéficie en fait de l'infrastructure que vous ne voyez pas, mais que nous, on pratique au quotidien, qui date de 2017, donc un bâtiment relativement récent, tout neuf. Et sur la partie recherche, c'est même encore plus récent, puisque c'est 2021, si je me souviens bien, qu'on a été livré. Et effectivement, il y a une proximité spatiale entre la partie recherche et la partie enseignement, puisqu'on est séparés par ce qu'on appelle l'allée des molécules. Et donc, effectivement, les relations sont assez courantes. Et pour les personnes qui ont fait des thèses, la possibilité, même après être sorti de l'école, d'avoir une mission complémentaire d'enseignement et donc de revenir vers nous, mais en passant de l'autre côté, effectivement, de la barrière et en mettant un enseignant, principalement sur les salles de TP, pour ce genre de choses. Et puis, vous êtes une Apple School qui souhaite en dire un mot.
Alors des personnes qui pratiquent d'abord. Alors, c'est-à-dire qu'à notre arrivée à l'école, nous recevons chacun un iPad qui nous permet donc en cours, de prendre des notes. Donc, on a un stylet et donc directement sur notre iPad, on peut annoter, les PDF de cours, les présentations. Ça nous permet aussi de travailler en groupe assez efficacement puisqu'on a tout le temps, ce qu'il nous faut sur nous. Donc dans notre iPad, on a tous nos documents, on peut communiquer. Donc voilà, c'est très pratique, c'est léger, on peut l'emporter partout et notamment en travaux pratiques, ça nous permet de prendre, des photos de nos montages, d'horodater en temps réel nos expériences, de faire des cahiers de laboratoire. Donc c'est vraiment un outil de travail, très pratique à utiliser au quotidien. Quel est le matériel nécessaire en dehors du coup de cette tablette? On a besoin de quoi quand on arrive en école de chimie? Pas de grand-chose, j'ai l'impression finalement, hein. De sa tête. Et puis après, la chimie est une science expérimentale, mais qu'il faut prendre quand même un certain nombre de précautions en TP. On a le port de ce qu'on appelle les EPI, donc les blouses, les lunettes et les gants. Et sorti de ça, venez avec votre intelligence. Alors, une intelligence qui sera aussi au service des entreprises, puisqu'il y a des stages à effectuer durant le parcours et ça démarre dès l'arrivée finalement, en tout début de cycle, hein. Pratiquement. Alors, en fait, on a 3 années de formation sur l'école. Sur les 3 années, en fait, il y a au moins 3 stages qui sont proposés. Donc, à l'issue de la première année, on va avoir un stage court sur la période estivale principalement, donc de juin à fin août, donc qui peut durer minimum 8 semaines et qui peut se prolonger pratiquement sur 3 mois. Ce stage est plutôt de niveau exécutant. L'objectif, c'est d'appréhender le milieu industriel. Ensuite, en deuxième année, on a un stage, on a commencé déjà les parcours optionnels. Et la particularité des parcours optionnels, c'est qu'on commence déjà à avoir une idée, je veux aller vers tel type de métier, tel type de secteur d'activité. La majorité des élèves pourront le confirmer, ce stage-là est réalisé à l'étranger, puisqu'on a une période obligatoire à l'étranger. Donc, ça peut aller pratiquement de 4 à 5 mois sur un stage de deuxième année. Et enfin, en dernière année, c'est 6 mois qui peut être fait aussi en France ou à l'étranger, en entreprise ou en académique, au choix des élèves, avec les difficultés ou les facilités pour les obtenir quelquefois. Mais ça, c'est plus ceux qui pourront en parler. Pourquoi ce stage à l'étranger? Parce qu'ils seront amenés à travailler à l'international généralement ou... Oui, oui, il y a ça. Et puis pour aussi voir le monde autre que la France, quoi, pour les mettre aussi en difficulté, enfin en difficulté, mais de pouvoir se débrouiller par soi-même, d'être loin de son environnement. Et puis aussi, ce qui est important, c'est l'apprentissage d'une nouvelle culture. Alors, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais l'anglais est primordial à l'école. Et donc, ça permet aussi, même si ce n'est pas un pays où l'on pratique l'anglais, généralement dans le milieu industriel, on le pratique. Et l'anglais, pour nous, c'est nécessaire. Les étudiants, pour qu'ils puissent être diplômés, ils doivent avoir 800 au TOEIC. Donc, c'est primordial. Cette expérience de terrain, vous la jugez comment, vous justement, qui êtes parti effectuer des stages et notamment à l'étranger? Vous, ça sera pour très bientôt? Alors, cette expérience à l'étranger, elle me semble absolument nécessaire, en fait, dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Alors déjà, comme l'ont dit Christine et David, parce que l'anglais, pour un ingénieur, c'est plus qu'une langue étrangère, c'est un outil de travail, en fait. C'est un outil de travail au quotidien. Donc, il faut le maîtriser, et plus que simplement l'anglais, mais l'anglais technique, en fait, l'anglais scientifique. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, cette expérience à l'étranger, peu importe dans quel laboratoire ou dans quelle entreprise elle se passe, ça permet de grandir, je trouve, parce qu'à un moment, on n'est plus à l'école, on est loin de l'école, on est loin de son pays. On prend du recul sur notre parcours et sur ce qu'on veut faire aussi plus tard. Et ça permet un peu de prendre de la distance et de se dire où est-ce que j'en suis et où je vais. Et ça, à mon sens, c'est aussi important, en plus du fait de travailler avec des gens qui ont une autre culture, ça, c'est aussi, ça fait grandir également, mais aussi d'apprendre à un peu mieux se connaître soi et se débrouiller un peu dans un environnement qui n'est pas habituel, de sortir de la zone de confort en fait.
Sidonie, vous êtes en deuxième année. Vous envisagez de partir en Allemagne? Oui, c'est ça. J'ai trouvé un stage à Dresde, donc en Allemagne, dans un institut de recherche qui porte sur le nucléaire. Donc voilà, je pars au mois d'avril pour une durée de 4 mois et demi, faire un stage, là-bas en recherche appliquée. Et donc l'an dernier, j'ai aussi eu la chance de faire un stage en entreprise qui m'a beaucoup plu et qui m'a déjà permis en fait de prendre un peu de recul et de voir comment fonctionnait une entreprise, quel était le rôle justement d'un chimiste, dans une entreprise. Et donc oui, c'est un stage, qui m'a beaucoup plu, également. Et il y a des étudiants qui optent pour ce qu'on appelle la césure. Dites-nous exactement de quoi il s'agit. Est-ce qu'un de vous deux en a fait une? Enfin, non, Florian. Donc la césure, en fait, c'était une chose un tout petit peu particulière, c'est mettre entre parenthèses formellement sa formation pendant 1 an. Alors ça correspond pour nous entre la deuxième et la troisième année, mais par contre, c'est pas parce qu'on met entre parenthèses formellement qu'on est complètement sorti du système. Donc on le contrôle, on le regarde. Donc nous, il y a des demandes qui sont motivées de la part des étudiants pour pouvoir faire une césure et en général, 99,9% en profitent pour faire un parcours à l'étranger, en entreprise, dans une seule ou deux entreprises sur 6 mois ou sur 12 mois et ça permet d'avoir un projet d'envergure dans un milieu où on va être complètement immergé le plus souvent à l'international et en industriel. Donc c'est à la fois très formateur, ça fait beaucoup mûrir pour un certain nombre de personnes, justement parce qu'il y a ce double apport de l'étranger et de l'entreprise. Et en général, ça cadre très fortement le projet professionnel. Donc là, c'est vraiment une façon de l'affiner. Et justement, concrètement, à l'issue des études, quels sont les débouchés en chimie, puisque ça ouvre finalement sur plein de professions? C'est moi qui vais répondre. Alors sur les débouchés en chimie, il y a plusieurs choses qui sont possibles. On va commencer par on n'a pas encore envie de trop s'éloigner, on va dire, du système de formation. C'est un petit peu le choix qu'a fait Florian. C'est de continuer une poursuite d'études, en particulier au travers d'une thèse. Donc la spécificité des écoles d'ingénieurs en chimie, c'est d'avoir, par rapport à l'ensemble des autres écoles d'ingénieurs, un taux de poursuite d'études en thèse qui est particulièrement élevé. Pourquoi? Parce que c'est à la fois les demandes des secteurs professionnels. Nous sommes dans un métier qui est relativement technique et j'ai une belle caricature à dire. Il faut plus de docteurs pour faire un médicament que pour envoyer un homme sur la Lune. C'est-à-dire, c'est le niveau qu'on demande. Niveau doctorat, bac plus 8, et non pas bac plus 5 nécessairement qu'ingénieur. Donc ça, c'est la première chose. Donc sur l'école de chimie, pour donner quelques chiffres, on est autour de 30% de poursuite d'études dans le cadre d'une thèse. Donc avec une forte volonté de faire de la recherche, Florian pourra le confirmer. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'immense majorité se lance sur le marché du travail. Sur le marché du travail, en termes de secteur d'activité, on va couvrir à peu près tous les secteurs d'activité où il y a de la chimie. Donc directement sur les entreprises de la chimie, mais ça va bien au-delà de ça. On a des personnes qui peuvent rentrer dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur des transports chez Renault, par exemple, et on va se dire, mais qu'est-ce que va faire un chimiste chez Renault? Mais une voiture, c'est du matériau. Et en particulier, on a des spécifications à avoir, des résistances dans le temps, des résistances sur le moteur, d'avoir ses carburants pour savoir ce qu'on peut y mettre, ou passer à l'électrique. Et donc, c'est tous les métiers qu'on peut avoir à ce niveau-là. On dit que l'industrie chimique est sans cesse à la recherche justement de profils qui sont qualifiés, de nouveaux professionnels motivés et compétents. Justement, est-ce que c'est un secteur qui recrute vraiment et quel est le taux d'insertion à l'issue notamment du diplôme? Alors, est-ce que c'est un secteur qui recrute? On considère sur les 5-6 prochaines années que le nombre d'embauches qu'il y aura par an en France sur le secteur de la chimie serait de 25 000 personnes, tous grades confondus. Donc du niveau docteur, ingénieur, à l'opérateur qu'on va avoir sur un site de production. Pourquoi? Parce que la pyramide des âges est déjà très déséquilibrée et donc il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire sur les prochaines années. Ça, c'est le point dont on bénéficie. L'autre point, je dirais, qui est plutôt conjoncturel et qui peut être intéressant, la chimie, c'est la science de la transformation de la matière. Et la conséquence, c'est qu'on est en train de changer un peu de paradigme, de passer du tout pétrolier à du biosourcé. Et là, il y a quelques métiers qui vont évoluer et donc des choses qui vont avoir tendance à se modifier. Ça, c'est le premier point. Allez-y, allez-y. Je change là pour le coup un peu de sujet parce qu'on vient de recevoir une question qui est en rapport justement avec l'accès à l'école. Elle nous vient de Rachel qui nous demande une alternance en but est-elle un atout pour postuler finalement à l'école? Disons que c'est clair que ça peut être un atout. Après, on regarde aussi évidemment le dossier, hein, et pas que ça.
Mais disons que la connaissance de l'entreprise, c'est vrai que pour passer les entretiens, en tout cas, c'est un vrai atout et c'est surtout pas un point négatif. Non, au contraire. Voilà. Et en général, ça se retrouve sur le projet professionnel. Ouais. Une personne qui est passée par de l'apprentissage dans le cadre de son but, en général, a une petite idée de ce à quoi elle voudra arriver après coup une formation d'ingénieur et par conséquent, ça se défend beaucoup plus facilement. Vous preniez l'exemple tout à l'heure des voitures électriques. Alors justement, les métiers de la chimie sont souvent associés à des activités industrielles polluantes. Aujourd'hui, est-ce que ça ouvre quand même sur des métiers où on a un parallèle entre environnement et chimie? Qui souhaite s'exprimer sur le sujet? Florian, vous êtes en plein dedans, hein? Tout à fait. Euh, Tout à fait, puisque je travaille sur du polymère, donc entre grosses guillemets du plastique. Et, sauf que l'idée, c'est de le faire biosourcé, donc à partir de matière végétale. En fait, si on regarde autour de nous, n'importe où que vous soyez, il y a de la chimie partout. C'est-à-dire tous les matériaux qui nous entourent, quand vous prenez votre voiture, quand vous posez un truc sur votre table, enfin, n'importe quoi, il y a de la chimie derrière. Et donc, en fait, aujourd'hui, comme disait David, on est sur une industrie chimique majoritairement pétro-sourcée, parce que ça fait des années, des décennies que ça a été développé comme ça. Sauf qu'on se rend compte que ça pose un certain nombre de problèmes et d'enjeux. Donc, on est en train de réfléchir différemment. On est en train de se dire qu'est-ce qu'il faut changer pour continuer à vivre de la manière dont on vit maintenant. Et ça passe par le biosourcé, ça passe par réinventer en fait la chimie avec des solutions nouvelles pour continuer à développer des nouveaux produits et puis continuer voilà, à vivre comme on le fait maintenant. Donc en fait, on a, à mon avis, plus que jamais besoin de chimistes. Simplement, c'est plus l'idée du chimiste qu'on avait il y a quelques années qui travaille avec des produits très toxiques, très dangereux, très polluants, qui est un peu méchant. Mais non, il commence à se dire, enfin, il fait plus que commencer. Il réfléchit maintenant quelles sont les erreurs qu'on a fait dans le passé à ne pas reproduire et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le futur. Donc plus que jamais, on a besoin de chimistes. Et je vais conforter un tout petit peu tout ça. Ça se retrouve dans le cadre de la formation. Donc, on a été récipiendaire de 3 appels à projets sur, en fait, une chimie un peu plus verte, donc le verdissement des formations. Donc, 2 ont été financés par l'établissement public expérimental Université de Montpellier. Et donc, on a été récipiendaire de ça. Le premier projet s'appelle Respect et le deuxième Pacte. Je pense que les noms veulent bien dire déjà quelque chose. Et l'objectif, c'est de savoir justement quelles sont les transformations qu'on doit introduire, nous, dans notre formation pour répondre à ces enjeux de production un peu plus propre, d'économie circulaire et ainsi de suite. Et le dernier projet est d'un peu plus grande envergure. Donc, il a été fait avec les 20 écoles de chimie, de génie chimique, donc l'ensemble de la fédération Gay-Lussac. C'est porté aussi par France Chimie, ça s'appelle Décarbochim, et c'est sur tous les enjeux de la décarbonation, pris au sens très large du terme. Réduction du CO2, utilisation du biosourcé, faire en sorte que les procédés soient beaucoup plus propres. Donc on est aux premières loges pour répondre à ces enjeux. Et puis là, je vous invite à aller voir le site de France Chimie où ils expliquent très bien ça, sur ce qu'il s'est passé on va dire sur les 2 dernières décennies au niveau de la chimie par rapport aux autres secteurs industriels. Une nouvelle question qui concerne plutôt le programme ou le contenu pédagogique. On nous demande quelle est l'importance accordée à l'enseignement des matières non scientifiques, notamment les langues, le management ou la propriété intellectuelle. Le ratio. Alors, le ratio, ça va être vite fait, c'est 30% des cours. Donc un tiers. On est sur du 1 tiers, 2 tiers. Voilà. Donc 2 tiers de scientifiques et 1 tiers de cette formation économique, humaine et sociale, parce qu'elle est importante. Elle est demandée, elle est statutaire sur l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure, il y a de belles perspectives d'embauche à l'issue du diplôme. Justement, quel type d'entreprise intègre vos diplômés? Vous avez intégré, vous, récemment une start-up, mais vous étiez aussi passé par une multinationale, finalement. Donc, on a les 2 cas. Je ne sais pas si...
Absolument. En fait, il y a une diversité d'entreprises dans lesquelles on peut aller à la sortie assez gigantesque et surtout une diversité de projets possibles, projets professionnels et projets scientifiques. Moi, j'ai travaillé 6 mois pour un grand groupe pétrolier pour essayer de faire. Donc, j'ai travaillé sur des graisses lubrifiantes pour essayer de les rendre moins nocives. Euh, et maintenant, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je travaille sur du plastique biosourcé, du polymère biosourcé. Donc, deux choses très, très différentes, mais en fait, la manière de travailler est la même. Au sein d'une start-up cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, au sein d'une start-up. Donc, la chimie est la même. Enfin, la science est la même. Et ce qui va varier, c'est le travail en lui-même. Au sein d'une start-up, eh ben, on fait à peu près tout, hein, parce qu'on est peu nombreux et on doit tout faire. Il faut être très polyvalent. Alors que dans un grand groupe, au contraire, ben, on est un peu plus cadré, on sait exactement ce qu'on attend de nous et où on va. Donc voilà, ça dépend des personnalités, ça dépend du projet professionnel de chacun et surtout de l'intérêt, je trouve, pour le projet scientifique qu'il y a derrière, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais. Pour être plus complet sur cette insertion professionnelle, si on regarde la taille des différents groupes, donc grosso modo, c'est 40% dans les très grandes entreprises, 43% sur les moyennes entreprises et la partie start-up, c'est une vingtaine de pourcents, c'est-à-dire très petites entreprises TPE, on va considérer ça comme étant une start-up, à les petites entreprises. Voilà. Est-ce qu'ils arrivent sur des postes à responsabilité et quel est le salaire moyen d'un ingénieur chimiste une fois son diplôme en poche finalement? Alors, sur les postes à responsabilité, l'immense majorité ont un statut cadre. Alors, pourquoi je dis l'immense majorité ont un statut cadre? Parce que le statut cadre est un statut franco-français et malheureusement, ça n'existe pas à l'étranger et on a quand même une certaine proportion de nos diplômés qui poursuivent à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en termes de salaire, si on regarde la dernière enquête que nous avons pu faire l'an dernier, celle de cette année a juste démarré il y a 3 jours. Donc on observe en fait l'insertion professionnelle de nos diplômés chaque année et on regarde non pas directement après la sortie, 6 mois après, mais jusqu'à 5 ans. Et la particularité, la promotion sortante de l'an dernier s'en est sortie avec des salaires de 42 000 euros annuels, toutes primes comprises, en France, hors secteur public, dans le secteur privé. Et c'est l'immense majorité des emplois. C'est une formation qui a longtemps été majoritairement féminine. Je crois que depuis 2 ans, la tendance est un peu différente puisqu'il y a des jeunes femmes qui n'osent plus vraiment s'orienter vers cette filière. Oui. Expliquez-nous justement. Alors oui, effectivement, il y a un certain temps, pendant longtemps, on avait 60% de femmes qui rentraient dans notre école à la rentrée. Ça a été même jusqu'à 65 une année. Enfin, ça a été vraiment loin. Et puis, depuis 2 ans, le phénomène s'inverse. Alors, c'est très bien pour l'égalité, hein, puisqu'on arrive vers du 50-50. Mais derrière ça, je soupçonne le fait que depuis la réforme du bac, justement, il y a des options à choisir. Et pour faire des études scientifiques, il faut oser aller vers des options telles que Maths Expert, qui sont assez... qui donnent accès justement à ces voies CPGE, CPI, etc. Et donc, je soupçonne que les jeunes femmes se mettent des barrières et sélectionnent moins facilement cette option parce que elles se disent je vais pas y arriver, alors que c'est faisable évidemment. Et donc il faut surtout pas se limiter. Et si on ambitionne d'aller dans une école d'ingénieur, il faut toujours oser et il faut y aller et on verra bien et voilà. Donc Donc, non, mais oui, voilà. je ferai un complément sur autre Je sais chose. pas, je crois Voilà, que sur vous l'ensemble voulez- des écoles d'ingénieurs, c'est vrai que voilà, même si on revient à des ratios qui sont de 50-50, sur les 2 dernières années, c'est le cas. Les écoles de chimie prises dans leur globalité restent très féminisées, comme les écoles qui sont plus en lien avec le domaine des sciences du vivant et en particulier la santé et l'agro. Et c'est vraiment la très grosse différence avec des écoles qui sont un peu plus techniques que scientifiques, en particulier sur de la mécanique. Ça nécessite plus de physique et plus de mathématiques et ça confirme un petit peu ce qu'a dit Christine auparavant, où là, les taux de filles peuvent être de moins de 10%. Ou de l'informatique qui est probablement encore pire.
pour les jeunes qui hésiteraient encore à s'orienter justement vers cette voie, est-ce qu'il y a des supports, des documents qu'ils peuvent consulter en complément de ce qui vient d'être dit aujourd'hui? Alors, il y a plein de choses qui sont disponibles sur internet. David en a parlé tout à l'heure, France Chimie. Ce site est vraiment bien fait. France Chimie regroupe tous les industriels, mais ils ont mis à disposition beaucoup d'informations concernant les possibilités d'emploi, les diplômes qu'on attend pour rentrer dans l'industrie chimique, que ce soit opérateur, technicien, ingénieur et docteur. Et puis ensuite, il y a le site de la Fédération Gay-Lussac où on retrouve aussi un certain nombre de choses. Et puis après, sur le site de nos écoles, il y a des vidéos, il y a des choses, des projets qu'on peut voir, il y a pas mal d'informations. Donc, et puis, dernière chose, mais enfin, vous allez peut-être le dire, mais n'hésitez pas à aller vers les écoles. Ils font des journées portes ouvertes. Et Ce donc, samedi. et nous faisons notre journée porte ouverte ce samedi. Donc, de 10h à 17h, tout le monde est accueilli, évidemment, à l'école. Et c'est non-stop. On fait, David et moi, des présentations à 14h. Donc David pour les métiers de la chimie et pour moi, l'école. Ce qui me concerne, la formation, comment rentrer dans l'école et puis le déroulement des études à l'école. Et voilà, on vous accueillera, on sera là pour la journée porte ouverte. Si je dois compléter, c'est l'occasion non pas de rencontrer que des enseignants, mais de rencontrer aussi beaucoup d'étudiants. Donc, ce qu'on pratique sur cette journée porte ouverte, c'est une visite des différentes installations qu'on a sur le site de l'établissement. Et deuxième chose, c'est de discuter à la fois des projets, puisque les projets EPIC sont présentés. Donc, vous pouvez voir comment les étudiants s'investissent. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, de discuter en tête-à-tête sur mais comment ils ont fait pour rentrer ici, quoi. Vraiment être très pragmatique. C'est l'occasion de pouvoir faire ça, en tout cas. Et de manière complètement plate, il n'y a pas de hiérarchie à ce moment-là. Nous arrivons quasiment au terme de ces échanges. Si vous aviez un conseil à donner justement aux jeunes qui nous regardent avant de conclure, je vous laisse à tour de rôle peut-être répondre. Qui démarre? Sidonie. On va faire dans le sens inverse des aiguilles de montre. Oui. Ne pas se mettre de barrière et choisir la voie qui nous plaît. Donc moi, c'était la chimie du nucléaire. Certes, c'est un milieu qui n'est pas forcément très féminisé, mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre de barrière. Il faut vraiment choisir la voie qui nous plaît. C'est le plus important. Et c'est là où on a le plus de chances de réussir aussi. Florian? Oui, alors j'avais réfléchi à peu près à une réponse similaire. Donc c'est vrai, il faut se lancer dans la voie effectivement qui nous attire le plus, sachant qu'en fait, souvent, moi je me rappelle quand j'étais lycéen, j'avais peur de choisir parce qu'on dit choisir c'est renoncer. Donc si on choisit, on peut pas faire autre chose. Mais en fait, c'est jamais figé. Donc si à un moment vous avez une envie, lancez-vous. Et une vie, c'est pas figé. Vous vous engagez pas votre vie sur votre première idée. Donc n'hésitez pas à y aller. Je ne peux pas dire grand-chose de plus parce qu'ils ont exactement raison. Et puis en plus, moi, je rajouterais d'oser parce qu'il ne faut pas se mettre des barrières, c'est ça. Il ne faut pas se mettre des barrières, il faut oser. Alors après, il y a des voies directes et des voies un peu plus indirectes, mais on y arrive toujours. Moi, personnellement, je ne suis jamais passée par une école d'ingénieur alors que j'enseigne dans une école d'ingénieur. Et je fais le métier de mes rêves. Et voilà, ça a mis du temps, mais je suis docteur, je fais de la recherche et ça me passionne. Donc voilà, on y arrive, il faut oser, quoi qu'il arrive. Et voilà. David, le mot de la fin vous revient. Très compliqué ce mot de la fin parce qu'ils ont déjà plus que tout dit. Donc, effectivement, le maître mot ici, c'est l'envie, première chose. Donc, cernez vos envies. Deuxième chose, effectivement, c'est oser. Ne vous mettez pas les barrières, la vie vous en mettra suffisamment, très clairement. Et donc, vous inquiétez pas, vous les franchirez. Donc, allez-y. Il y a Maëlle qui nous demande s'il est nécessaire de s'inscrire pour les journées portes ouvertes. Alors, c'est préférable, mais après, si c'est pas fait, c'est pas grave, hein, on vous accueille quand même. On va pas vérifier à l'entrée si vous êtes inscrit ou pas et vous refusez l'entrée si vous n'êtes pas inscrit. Non, venez, il n'y a pas de souci.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur les études qui vous permettront de devenir ingénieur chimiste, je vous invite à participer donc aux journées portes ouvertes qui se dérouleront ce samedi 3 février. Ça sera de 9 h à 17 h. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps avant de finaliser vos projets d'orientation puisque les vœux sont à formuler sur la plateforme jusqu'au 14 mars. La date butoir est à compléter et valider sur Parcoursup. Elle est fixée au 3 avril. Voilà pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez revoir cette table ronde, sachez que ce direct live consacré aux études en chimie sera accessible en ligne via la chaîne YouTube Compass. Merci à tous les quatre d'avoir Merci. accepté de venir et de témoigner. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne, qui ont posé des questions et bon courage dans vos projets d'orientation.